Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La PropTech au service des primo-accédants, le défi de taille de Virgile. Kevan Nilforushan, cofondateur de Virgile à Paris. Si je devais résumer, je dirais que c'est toutes les initiatives qui mènent à réinventer notre rapport au lieu qu'on occupe, au lieu où on vit, au lieu où on travaille, au lieu où on dort. Un lieu aujourd'hui, il y a un peu trois couches. Il y a celui qui le possède, il y a celui qui l'exploite, et il y a celui qui en bénéficie. Et la PropTech essaye de réinventer la manière dont ces trois couches fonctionnent et les relations entre elles. Et à peu près toutes les boîtes de PropTech peuvent se mettre dans cette case-là. C'est-à-dire packager différemment ce qui se fait déjà ou alors séparer ce qui est aujourd'hui packagé. Mon invité cette semaine est Kevan, le cofondateur de Virgile, qui a monté cette société après avoir entrepris dans le private equity et l'hôtellerie. Aider des primo-accédants à acquérir un bien immobilier dans les grandes villes en investissant à leur côté, c'est le défi que s'est lancé cette jeune société. La solution que Virgile a développée permet à l'acquéreur de passer à l'acte sans pour autant revoir ses ambitions à la baisse. Virgile permet donc à des investisseurs institutionnels d'investir dans de l'immobilier tout en soutenant des jeunes qui souhaitent acheter l'appartement de leurs rêves. Partant du constat que peu de primo-accédants peuvent acheter leur logement sans être aidés par leurs proches, Virgile apporte ce coup de pouce et met le pied à l'étrier de ses futurs propriétaires. Kevan nous livre une vision ultra claire de la PropTech et de ce marché au potentiel extraordinaire. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Kevan. Bonjour Solène. Alors merci pour ton temps, je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Alors on a eu quelques épisodes qui ont traité un petit peu de PropTech de loin, mais j'aimerais bien donc aujourd'hui qu'on fasse un focus sur la PropTech. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Oui, tout d'abord merci pour ton invitation. Alors je suis Kevan Nilforushan, je suis cofondateur de Virgile. À l'origine, moi je viens plutôt du milieu du private equity. J'étais un des associés gérants de Nextage. Au tout début, on a commencé, on était 4 autour d'une table de réunion et aujourd'hui, ça gère 700 millions d'euros. Donc c'était une assez belle histoire entrepreneuriale. C'était en France C'était en France, oui. D'accord. C'était en France. C'était un des fonds et c'était peut-être ça le génie de mon associé Grégoire Sainty qui avait eu ce positionnement-là. C'était le premier fonds de capital développement, vraiment à un moment où tout le monde faisait soit du VC très très technologique, soit du LBO très très financier. C'était en quelle année ? C'était en 2002. D'accord. C'est la toute première chose que j'ai fait en sortant de mes études d'ingénieur. D'accord. J'ai fait 10 ans là-dedans. Après 10 ans, j'ai fait ce que rêvent de faire un peu tous les financiers, c'est-à-dire que je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ah, comme moi. Exactement. Et grâce d'ailleurs à quelqu'un qu'on connaît tous les deux, Sophie Guibaud d'OpenPaid. Ah, Sophie, on te salue. On te salue, effectivement, qui un jour m'a parlé d'une rencontre qu'elle avait faite avec Greg Marsh, le fondateur de One Fine Stay. Ah. Et elle m'a dit, mais c'est un truc totalement absurde. Il gère des femmes de ménage qui vont dans les apparts changer les draps pour accueillir des touristes. Je sais pas ce qui lui a pris de faire ça après Index, parce que c'est vraiment, vraiment très, très opérationnel. Ouais. Et moi, je suis allé sur le site web et j'ai rappelé Sophie en disant, est-ce que tu peux nous mettre en relation? Okay. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Et donc, j'ai lancé One Fine Stay dans toute l'Europe. Et ça a été une très, très belle histoire parce que ça a commencé sur une idée un peu bizarre qu'on pouvait faire du Four Seasons en appartement. Ouais. Et au final, c'était un métier très, très humain et effectivement très opérationnel. À la fin, on était 700 un peu partout dans le monde. Ouais. Donc Paris, Londres, New York, Los Angeles. Et j'y suis resté jusqu'en 2017. Combien de temps tu es resté là-bas ? Ça a fait 5 ans. D'accord. 5 ans et à la fin, on l'a vendu au groupe Accor. C'était une transaction à 150 millions d'euros. Accor voulait se lancer En gros, Accor ne voulait pas qu'on fasse sur le haut de gamme ce que Airbnb lui avait fait sur le bas de gamme, c'est-à-dire détruire totalement tout son cœur de métier en quelques années. Et ils se sont dit, oula, là, ce truc-là, ça sent pas très bon si on fait rien. Et One Fine Stay, c'était un peu la réponse à ça. D'accord. Et ça continue d'ailleurs à être la marque de location d'appartements et alternatives d'Accor. D'accord. Suite à ça, en fait, je suis parti avec une des toutes premières personnes à avoir rejoint One Fine Stay, qui est mon associé Saskia Fizel. D'accord. Et on voulait quelque chose, on retrouve un peu toutes les valeurs humaines et ce qui faisait qu'on avait plaisir à venir tous les matins travailler chez One Fine Stay. Et on s'est dit, mais on va le faire dans un truc qui a vraiment du sens pour nous. Mm-hmm. Et ce sujet-là, c'était Virgile, c'était l'accession à la propriété. Excellent, parfait. J'ai vu que tu avais été non-exec director chez Combini, c'est correct ? C'est effectivement correct. C'est quoi le lien ?
Alors le lien, en fait, ça s'est fait à travers Nextage. À un moment chez Nextage, on a lancé une activité de capital risque, ce qui est toujours marrant d'ailleurs de lancer du capital risque dans un fonds plus de private equity, parce que le même jour, tu vois en comité une société qui a des centaines de salariés dans des usines et qui génère des millions d'EBITDA, et juste après, tu vois une boîte qui a jamais eu encore de clients et qui fait pas encore de chiffre d'affaires, et tu expliques que les deux valent la même chose. Et c'est assez marrant à vivre. Et un jour, quelqu'un m'appelle en me disant j'ai un dossier, c'est vraiment très très particulier, ça s'appelle Combini. Je pense qu'il faut que tu les rencontres, et véritable coup de foudre pour l'équipe fondatrice que je salue d'ailleurs, David Creusot et Lucie Bedet, qui avaient une vision incroyable et une énergie incroyable. On a été le premier argent institutionnel à arriver dans Combini, donc au moment où c'était tout jeune, et on a été le dernier argent institutionnel aussi, parce que à partir de là, ils ont mené tout le développement tout seul, avec une très belle histoire, une ouverture au Nigeria, au Mexique, un peu partout dans le monde. Super, merci pour ces éléments de clarification. On va parler de Virgile, mais avant, étant donné qu'on a parlé déjà un petit peu de PropTech, moi je voulais savoir ce que c'était pour toi la PropTech. Qu'est-ce que ça représente pour toi la PropTech ? Si je devais résumer, je dirais que c'est toutes les initiatives qui mènent à réinventer notre rapport au lieu qu'on occupe, au lieu où on vit, au lieu où on travaille, au lieu où on dort. Et en fait, moi, la manière dont je le vois, c'est je me dis... un lieu aujourd'hui, il y a un peu trois couches. Il y a celui qui le possède, il y a celui qui l'exploite, il y a celui qui en bénéficie. Et la PropTech essaye de réinventer la manière dont ces trois couches fonctionnent et les relations entre elles. Et à peu près toutes les boîtes de PropTech peuvent se mettre dans cette case-là, c'est-à-dire packager différemment ce qui se fait déjà, ou alors séparer ce qui est aujourd'hui packagé. Parfait, merci. Alors, Virgile, qu'est-ce que c'est en quelques mots, et quel est le pain point sur lequel vous travaillez? Quel est celui que vous avez identifié au moment où vous avez lancé votre boîte? Ça fait combien de temps déjà que vous existez? Alors là, on est dans notre deuxième année. D'accord. Virgile, c'est la nouvelle façon de devenir propriétaire, ou je dirais même la bonne façon de devenir propriétaire. Le pain point qu'on avait, c'était aujourd'hui, en fait, tu peux très très bien réussir ton parcours, faire des super études, trouver un super job, même gagner un super salaire. Et au moment de devenir propriétaire, le facteur décisif qui fait que tu es ou pas propriétaire, c'est le patrimoine de tes parents. Et c'est pas une question de la banque veut que j'ai un apport, tout ça, parce que tu peux toujours faire des économies. C'est vraiment un sujet de, il y a une telle différence entre ce que tu peux louer et ce que tu peux acheter, que si tes parents ne sont pas là pour t'aider, pour t'accompagner dans le processus, en fait, tu vas rester locataire. Et plus le temps va passer, plus tu vas avoir d'écart entre ce que tu loues déjà et ce que tu pourrais acheter, et moins tu vas avoir de possibilités de devenir propriétaire. C'est-à-dire que d'une manière générale, les gens se reposent beaucoup sur les apports de la famille. Tu veux dire suite à des donations, ce genre de choses? Des donations, des prêts, des aides. En fait, on s'est rendu compte chez One Fine Stay que sans exception, tous ceux dans nos équipes qui étaient devenus propriétaires, et comme on avait très peu de turnover, on a pu les suivre sur quand même un peu du long terme, tous ceux qui sont devenus propriétaires, c'est avec l'aide de leurs parents. Et c'est super gênant parce qu'autour de la machine à café, t'as envie d'en parler de ton acquisition. En fait, tu peux pas parce que le moment où tu dis et là, papa m'a prêté 50 000 €, ben en fait, la conversation. À 35 ans, ouais, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Et en plus, ça va totalement au contraire de toutes les choses qui en France sont importantes, notamment une certaine méritocratie, notamment une certaine équité. Et quand tu te projettes 10 ans plus tard, celui qui a acheté par rapport à celui qui n'a pas acheté, ben, il y a une différence telle de patrimoine. Parce qu'il y en a un, en fait, toute sa capacité d'épargne est passée en loyer. Ouais. Et il y a l'autre où, s'il vend son appartement, il peut faire autre chose avec. Et ce pain point, vous l'aviez identifié dans différentes villes auprès ou alors, tu le trouves dans les grandes capitales, donc les primo-accédants dans les grandes capitales, ou tu trouves également ce problème-là en province en ce qui concerne la France? Alors, c'est un problème assez urbain. Oui. Nous, on a One Fine Stay, le siège était à Londres, donc on a passé pas mal de temps à Londres. Et Londres, je dirais, la bataille, elle est quasiment perdue. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils ont déjà renoncé. Et c'est plus un rêve inaccessible, c'est même plus un rêve de devenir propriétaire. À ce point? Oui, parce que les écarts sont tels en fait qu'aujourd'hui, Londres appartient de moins en moins aux jeunes et de moins en moins à ses habitants. Et la question à Londres est un peu plus ceux qui possèdent la ville n'y habitent pas, et comment est-ce qu'on fait pour que la ville reste vivante. Et nous, on s'est dit, Paris, on veut pas que ça fasse la même chose parce que ça va devenir une ville où il fera pas bon vivre. Et il se trouve qu'on est parisien et qu'on aime beaucoup Paris. Lyon, en fait, tu vas à Lyon, tu vas à Rennes, c'est un peu le même sujet. Dès que tu as plus de gens qui viennent dans la ville pour y travailler que de construction de logements, aujourd'hui les constructions de logements dans les villes, il y en a plus, le problème se pose. Et le problème se pose à tout âge? C'est-à-dire que les primo-accédants en moyenne, c'est à quel âge?
Écoute, Les statistiques donnent... statistiquement, tu achètes de plus en plus tard, mais en général autour de 35 ans. Dans la pratique, tu as quelques fenêtres. T'en as une où tu es très très jeune, où tu te dis en fait je peux acheter un truc qui objectivement est pas très bien, mais ça me permet de mettre le pied à l'étrier. T'en as une autre qui est plutôt autour de la trentaine. Et cette fenêtre-là, si tu la rates, ça devient beaucoup plus difficile de rattraper le train après. Ouais. Et tu as une idée du nombre de transactions chaque année qui se font c'est peut-être un peu dérisoire de poser la question, mais au niveau France, du nombre de transactions de primo-accédants sur des biens immobiliers? Écoute, la France, c'est 1 million de transactions immobilières par an. Oui, Et on estime que tu en as 40% qui sont liés à des primo-accédants. d'accord. Donc, on C'est va un dire... marché extraordinairement vaste. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et alors, actuellement, comment font les gens? Donc, ils n'ont pas d'autre solution que de demander à leurs proches? Ou c'est-à-dire que les banques n'acceptent jamais, enfin c'est peut-être un peu naïf comme question, mais c'est pas la même chose dans tous les pays. Mais en France, tu dois avoir à peu près combien d'apports en pourcentage du bien immobilier? Alors, la France, c'est un de ces pays où ce que regarde la banque, c'est ta capacité à rembourser le prêt. Je dis ça et ça paraît évident, mais en fait, il y a d'autres pays où la banque regarde plutôt sa capacité à vendre le bien si tu n'arrives pas à rembourser et à se renflouer comme ça. Mais en France, ils regardent ta capacité à rembourser. Et le taux important qu'ils regardent, c'est ta mensualité ne doit pas dépasser 33% de tes revenus. Et c'est ça qui fait en fait le montant que tu peux emprunter. Donc c'est pas vraiment que la banque te dit je veux 10%, 20% d'apport, c'est que tu fais le calcul de 33% de ton loyer, de ton revenu, tu regardes le montant que tu peux emprunter et tu compares ça à ce dont tu as besoin pour vivre et c'est là que tu te rends compte qu'en général il manque 10% du prix. Et c'est ces 10% là qu'on vient mettre. Ok, parfait. Donc vous partez de ce pain point là. Et du coup, vous avez créé Virgile. Alors Virgile, concrètement, ça fonctionne comment? C'est-à-dire si moi, je veux aider des primo-accédants, comment est-ce que je fais au travers de votre plateforme? Et si jamais, je sais pas, mon cousin veut s'acheter un bien immobilier en utilisant votre plateforme, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors, pour ton cousin, c'est très simple. À un moment, il vient nous voir sur notre site, il nous appelle, ça commence très vite par une conversation, et nous, on passe en revue avec lui, en fait, son budget d'acquisition, son projet, on voit si le projet a du sens, et si oui, on lui dit, bon, bah, va trouver ton appart, et dès que tu as trouvé ton appart, on va te financer à hauteur de jusqu'à 20% du prix, dans un plafond de 100 000 euros. Donc ça, c'est après étude de c'est quoi, c'est relevé bancaire? Comment est-ce que vous faites pour avoir accès à cette information-là? Alors, effectivement, on étudie sa capacité de remboursement parce qu'à un moment, il va falloir qu'il obtienne un emprunt, donc il faut qu'il soit solvable. Et donc, de ce point de vue-là, on étudie ses relevés bancaires, ses feuilles de paye, ses revenus. On étudie son projet parce qu'il faut que ce soit un projet qui ait du sens dans son projet de vie. C'est-à-dire que s'il est en train d'acheter l'appart où il veut passer les 25 prochaines années, c'est une mauvaise idée de l'acheter avec Virgile, on va lui dire, parce que nous, on est là pour un maximum de 10 ans. Et pourquoi vous fixez 10 ans? On fixe 10 ans parce que sur la cible qu'on vise, en général, en moyenne, elle redéménage au bout de 5-6 ans. C'est les primo-accédants. Et nous, derrière, nous-mêmes, il faut qu'on se finance. Et en fait, de ce point de vue-là, Virgile, c'est aussi un moyen de rediriger l'épargne vers l'immobilier des jeunes. Et donc, on a des investisseurs qui, eux, ne peuvent pas investir pour une durée infinie. D'accord. Donc, les investisseurs, c'est des gens comme toi et moi qui ont un petit peu d'argent de côté, qui utilisent du coup votre plateforme pour aider ces primo-accédants. C'est ça? Alors, les investisseurs, c'est plutôt c'est totalement d'ailleurs des investisseurs professionnels. Ah, d'accord. Parce qu'on est réservé à un public d'investisseurs professionnels qui se disent acheter de l'immobilier locatif, si c'est pour me retrouver à réparer un salibroyeur et derrière à aller gérer un locataire qui paye pas, que j'ai pas le droit d'expulser, et en plus avec un plafond sur les loyers qui fait que je gagne plus ma vie, ça sert à rien. Et donc, en investissant de cette manière-là, j'ai un portefeuille méga diversifié de plein de petites parts d'appartements parisiens avec des propriétaires occupants à mes côtés. Et à chaque fois, le propriétaire, comme il détient 80% de son appartement, bah, il veut maximiser la valeur de l'appartement. D'accord. Et c'est ça ce qu'il cherche. Et nous, le deal quelque part qu'on a avec ton cousin, et en fait, il est très simple, on voulait qu'il soit très simple, c'est on va financer 10% du prix de son appart et on va prendre 15% de son appart. D'accord. Et c'est ça qui rémunère quelque part notre intervention. Très, très clair. Alors, derrière, comment ça se passe? Donc, les différentes années passent.
Imaginons qu'il y ait je sais pas, le décès c'est un peu glauque, mais bon, on va dire l'appartement est vendu. Comment est-ce que les investisseurs récupèrent l'argent qui a été investi quand il y a des éléments, je parlais des successions, mais ça concerne potentiellement aussi les personnes qui se font aider. Comment techniquement ça se passe? Pratiquement, je dirais même. Alors c'est marrant, on a un client qui nous a dit qu'est-ce qui se passe si je perds mon job, qu'est-ce qui se passe si je meurs et c'est quoi le worst case scénario. Et j'avais pas envie de lui dire écoute, t'as déjà traité le cas où tu meurs, donc le worst case scénario, je sais pas ce que ça peut être. Tu te fais enlever par des extraterrestres ou quelque chose. Éventuellement. Donc imaginons que ça arrive. Donc imaginons en fait effectivement tu vends, en fait c'est très simple. Tout se passe chez le notaire et le notaire au moment de la vente, il va te payer ta quote-part du prix, il va nous payer notre quote-part du prix et normalement les choses sont calibrées pour que tu achètes ton prochain appartement sans nous. On t'a mis le pied à l'étrier, t'as plus besoin de nous. Imaginons pour le coup scénario un peu plus triste, effectivement il y a un décès, tes héritiers vont se retrouver dans une succession à nos côtés, à posséder le même bien et là nous on a un peu une politique qui est divorce, succession, c'est déjà assez compliqué sans que nous en plus on devienne pénible. Donc les choses vont prendre leur cours et probablement que les héritiers vont vendre le bien et à ce moment-là nous on va récupérer notre quote-part. D'accord, c'est très clair. Et tes investisseurs, ils sont bloqués pendant un laps de temps. Comment ça se passe donc si tu investis, mettons, je sais pas quel est le montant minimum pour investir dans votre plateforme? Alors en fait c'est vraiment un produit réservé à des investisseurs avertis, donc ils ont des tickets minimums assez élevés, oui, et qui sont mutualisés sur en fait tous les investissements d'une année. Et comment ça se passe concrètement? En fait ils investissent, tous les investissements de l'année ont lieu et au fur et à mesure des sessions ils reçoivent des distributions qui correspondent à ce qu'ils ont investi. D'accord. Donc c'est une activité en fait assez simple quelque part de marchand de biens. On achète des biens, on les revend plus tard, on les achète toujours pour les revendre en essayant de faire une plus-value sur chaque bien. Et t'es bloqué un certain temps? C'est-à-dire si tu investis 100 000 euros dans la plateforme, est-ce que tu vas être bloqué pendant un an ou deux? En fait, tu es bloqué jusqu'à ce que les appartements que nous avons achetés soient revendus. D'accord. Et donc ça, c'est beaucoup aussi à la main de du propriétaire occupant avec qui nous achetons à chaque fois. D'accord. Et donc tu t'attends à ce que tu aies des sessions au bout de quelques années, mais ça peut aller jusqu'à la date limite de 10 ans. En moyenne, on pense qu'au bout de 6 ans, une grosse part du parc sera revendue. Alors le parc se situe où? Donc principalement, uniquement en France, j'imagine. Et tu peux nous donner un petit peu de visibilité sur les zones que vous couvrez? Alors nous, aujourd'hui, on est encore à Paris et sa région. Mm-hmm. Et on est pas mal dans les endroits où, quand tu as 30 ans et que tu achètes ton premier appart, tu te dis « je vais aller vivre ». En fait, le bien qu'on vise, c'est ce que j'appelle l'appartement de transition. C'est le premier appartement que tu meubles pas en Ikea, dont tu es propriétaire, tu investis un petit peu pour le décorer, mais c'est pas non plus celui où tu vas rester le reste de ta vie. Et souvent, c'est dans des quartiers qui sont aujourd'hui en pleine mutation. Donc on a des choses super sympas rue de Bagnolet, il y a des choses rue du Faubourg du Temple. Il y a un peu tous ces endroits-là où tu as encore ce mélange du nouveau coffee shop vegan où il y a plein de barbus et du magasin qui est là depuis 40 ans. Et c'est ce mélange-là justement qui est intéressant. Parfait. Alors, si on parle de Virgile en tant que tel, donc vous êtes deux associés, vous avez des équipes qui vous accompagnent? Vous êtes combien? Tout à fait, nous sommes une dizaine aujourd'hui. Vous avez fait une levée auprès d'Alven et Kima, non? C'est correct? Alven, Kima et Local Globe, tout à fait. Et tu peux dire de combien? On a levé 2 millions d'euros. Ok. Alors comment vous envisagez les choses à moyen terme? Si tu devais projeter les choses? En fait, notre vision et un peu notre compréhension, c'est acheter un appartement, c'est un peu comme avoir un enfant, c'est-à-dire que le résultat est très bien, mais tu passes par un moment très douloureux. Et lequel? Il y en a plusieurs. Il y en a avant, il y en a après, ouais. Et nous, on pense que ce côté douloureux n'a aucune raison d'être. On pense en fait qu'acheter un appartement, ça devrait être un des moments super heureux de ta vie, et que se retrouver face à un agent immobilier qui retourne pas tes appels parce que t'es jeune, face à toute une chaîne en fait dont les intérêts sont pas alignés avec toi, ça marche pas et c'est juste pas normal.
Et donc notre vision, c'est de faire que quand tu es jeune et que tu achètes un appartement, ce soit une des expériences agréables de ta vie et que tu es quelqu'un qui se batte non pas face à toi ou contre toi, mais avec des intérêts parfaitement alignés à toi. Et c'est ça, Virgile. Et vous avez des accords avec des banques pour accompagner les dossiers. Est-ce que vous avez des partenariats avec des banques quand vous présentez les dossiers en commun finalement? Tout à fait. En fait, quand tu viens nous voir, tu veux une solution globale. Tu veux pas un petit bout de la chaîne. Mhm. Et nous, en fait, à partir du moment où on a cette première conversation avec toi, on t'accompagne tout au long du process. Et une grosse partie du process, on t'accompagne qui est compliquée, en fait, c'est l'obtention du crédit. Et ça, pour pouvoir avoir une offre globale, évidemment, il nous a fallu avoir des banques avec qui on travaille. La toute première avec qui on travaille, et c'est assez fantastique d'ailleurs de travailler avec eux, c'est la Caisse d'épargne. Ok. La Caisse d'épargne Hauts-de-France. Et en fait, c'est fantastique parce que ce qui manque le plus dans une banque aujourd'hui, souvent, c'est réussir à sortir des schémas préétablis et se dire, il y a quelque chose de nouveau, bah, en fait, je vais court-circuiter quelques process qui sont pas faits pour gérer cette nouveauté-là et je vais arriver à très rapidement mettre quelque chose en place. Et cet esprit d'agilité et d'innovation, ils l'ont eu en fait entre la première fois où on les a rencontrés et on a vraiment eu envie de bosser avec eux et le moment où ça a été mis en place, il s'est juste écoulé quelques mois. Et donc ça, c'est la première banque avec qui on a un partenariat. Il y a quelques autres partenariats qu'on va annoncer bientôt. Super. Et en termes d'évolution, si on se projette, est-ce que vous avez envie de également rationaliser la prise en charge des dossiers, c'est-à-dire pour automatiser aussi, ou vous le faites peut-être déjà, dans l'analyse de la capacité de remboursement des personnes qui investissent dans ces biens immobiliers. Est-ce que vous avez envie de développer vos propres algorithmes pour traiter plus ça en manuel, mais en automatique? Alors ça, c'est super intéressant. J'avais écouté l'épisode que tu avais fait avec Riyad de Finfrog, mais quand même. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que lui, il a une problématique vraiment très différente de la nôtre, puisque lui, sa question, c'est est-ce que le client va pouvoir rembourser sur les 3 prochains mois? Et nous, c'est plutôt est-ce qu'il va pouvoir rembourser sur les 10 prochaines années? Ouais. Et les facteurs en fait que tu prends en compte sont super différents. Et nous, on étudie plus une trajectoire de carrière, on étudie une manière ou une relation à l'argent. Mm-hmm. En fait, si tu es à découvert 3 fois dans le mois et que au final tu ne sais pas gérer ton compte, c'est un apprentissage qu'il faut que tu fasses avant de venir chez nous. Mais au final, c'est beaucoup moins révélateur sur le long terme. Et donc, une fois que tu as fait l'apprentissage, on sait que tu l'as fait. Alors que si tu es sur un parcours de carrière où tes revenus vont augmenter parce qu'on sait que c'est l'historique de ce genre de parcours de carrière-là, là, on sait que tu vas pouvoir continuer avec nous jusqu'au bout. D'accord. Donc il y a une notion de conseil, c'est ça que tu veux dire, d'accompagnement assez forte, très forte chez vous. Merci beaucoup Kevin pour ces éléments de réponse. Un point qui m'intéresse toujours dans mes épisodes, je me fais d'ailleurs bâcher dessus, c'est le côté réglementaire. J'aime bien comprendre comment vous êtes amené à opérer dans le marché dans lequel vous êtes. J'ai vu que vous étiez courtier en opération de banque et en service de paiement et régulé par la CPR. En quoi est-ce nécessaire et qu'est-ce que ça vous permet de faire? En fait, c'est essentiel parce que quand tu viens chez nous, en fait, on t'obtient un crédit immobilier en plus de notre financement. D'accord. Et pour t'obtenir un crédit immobilier, bon, d'une part, faut savoir un peu comment ça fonctionne, mais je dirais la vraie partie compliquée, c'est il faut savoir te conseiller. Et le vrai rôle du courtier, c'est un rôle de conseil qui est de ne pas te mettre dans une situation où tu vas te retrouver en défaut, en surendettement, en danger, dans ce genre de choses. Et donc de ce point de vue-là, cette activité-là, en France, a toujours été bien régulée, ce qui fait qu'on n'a jamais eu les excès qu'il y a pu y avoir aux États-Unis avec la crise des subprimes où des gens qui n'avaient jamais eu d'emploi achetaient des appartements et derrière n'arrivaient pas à rembourser. Et donc de ce point de vue-là, oui, on est évidemment régulé par la CPR et c'est ce qui nous permet de travailler avec nos partenaires bancaires. Est-ce que vous avez aussi envie d'aller accompagner, je dirais peut-être pas tout de suite, mais plus tard, vos clients pour les amener à peut-être mieux gérer? Est-ce qu'il y a une logique aussi de conseil à ce niveau-là? Voilà, si vous percevez que le client a peut-être plus de difficultés à rembourser son emprunt, est-ce que vous pouvez également accompagner à ce niveau-là? Alors, nous, on considère que c'est notre rôle de faire de l'éducation financière en plus de ce qu'on fait. D'accord. Et on a fait un choix dès le début qui est... parce qu'en fait, on s'est dit quelque part, on est l'épaule sur laquelle s'appuyer. Et cette épaule-là... c'est une belle image. c'est une assez belle image et quand tu la gardes présente au jour le jour, ça te fait prendre des choix différemment.
Et un peu en se disant, on va remplacer l'apport des parents, on remplace aussi le conseil des parents. Et donc, on a lancé un média qui s'appelle Spoon, qui est... oui, j'en ai entendu parler. Faut que tu t'abonnes. C'est une newsletter. C'est une newsletter. Ouais. C'est 5 minutes 2 fois par mois pour devenir Money Smart. Et ça répond aux questions que tu te poses, mais dont tu ne sais pas à qui les poser. Et donc, typiquement, on va acheter à 2, on n'est pas marié, on n'est pas pacsé. Est-ce qu'on est en train de faire une énorme bêtise? Spoon va te dire, voilà comment faire pour ne pas te retrouver en indivision avec ta belle-mère. C'est la blague. Vrai sujet, hein, c'est pas si facile que ça. Et toutes ces questions-là, de en fait, j'ai touché 10 000 euros de bonus, j'en fais quoi? Et ça, tu pourrais la poser à tes amis, mais au final, ils en savent pas plus que toi. Tu pourrais la poser à tes parents, mais si ça se trouve, ils ne savent pas. Oui. Et nous, on répond à ça, et on y répond avec un ton décalé, smart. Donc, tu peux t'abonner sur spoon.fr. D'accord. Et tu recevras ça 2 fois par mois. Donc, vous faites de la PropTech et de la WealthTech, alors? On le voit. Non, je sais pas. On peut le dire comme ça. C'est marrant, en fait, comme il n'y a pas de médias pour parler aux jeunes en les traitant comme des adultes. Souvent, en fait, quand on leur parle d'argent à un jeune, on les infantilise. Et tu as des publicités ahurissantes où tu parles à des gens de 30 ans comme si c'était des gamins de 5 ans à qui il fallait donner les ordres et expliquer la vie. Ou alors, on va, et il y a des super médias pour ça, mais dans la technicité incroyable, ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'est un PER ou alors comment est calculée la blockchain qu'est-ce qu'on fait sur la blockchain pour générer du Bitcoin. Ils veulent des réponses simples. Et nous, on fait ça. Ouais, très intéressant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate sur de plus en plus de fintech, c'est la volonté d'informer, de donner beaucoup de transparence aux clients et notamment au niveau de la gestion du patrimoine, la compréhension des actifs financiers, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pas forcément nécessaire de comprendre tout dans le détail, mais d'avoir peut-être une approche holistique du patrimoine. Oui. Donc c'est une super initiative. Kevan, on arrive tout doucement à la fin de notre discussion. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais qu'on discute encore? Écoute, je pense que tu as été super complète dans tes questions et merci pour ce super boulot de préparation. Alors, du coup, on peut aller vers la conclusion. Tu connais mes conclusions. C'est toujours de se laisser inspirer par l'invité sur un livre à lire ou une newsletter à suivre. Alors, ne me recommande pas Tech Trash et Ben Horowitz parce que je l'ai eu sur un épisode sur 2. Vas-y, je t'écoute sur autre chose. Alors, en fait, je vais pas mal sortir de ces lignes-là. Je trouve qu'une grosse partie de la littérature sur l'entrepreneuriat ne m'inspire pas parce qu'elle est dans le comment faire au jour le jour et en fait, tu oublies pourquoi tu entreprends. Et quand on a choisi de lancer Virgile, j'ai offert un livre à mon associé qui s'appelle The Republic of Tea. Et c'est une histoire extraordinaire. C'est de qui ? Je connais pas. Et c'est là où j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'auteur. C'est pas grave, je ferai mes petites recherches a posteriori. En fait, c'est le fondateur de Banana Republic qui, après avoir vendu à se demander quoi faire de sa vie, se retrouve dans un avion avec un gars qui est dans je ne sais plus lequel des Big Four à faire de l'audit et être très malheureux de ce qu'il faisait. Il commence à un peu daydreamer de et si on lançait une boîte pour faire du thé parce que les gens boivent du café et le café ça détruit ta vie parce que tu es dépendant alors que le thé c'est une liberté. Et The Republic of Tea, c'est les fax qui se sont échangés pendant les 6 mois avant le lancement de l'entreprise. Excellent. Et c'est là où tu vois le truc partir du rêve, arriver de petit à petit à une envie pressante de se dire en fait il faut que j'y aille. Et ça, je trouve ça extraordinairement inspirant. Super. Un appel au voyage alors. Un appel au voyage, ouais. Parfait. Merci beaucoup, Kevan. Merci beaucoup pour cette invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.